Je vais vraiment laisser cette intro, je crois. Voilà, voilà. C'était Jurassic World Renaissance. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir été sur le live. Pour la rediffusion YouTube, évidemment, ce sera demain. Je pense que j'ai fait le plus dur. Je pense que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire avec ce soufflement. Non, non, aujourd'hui, on est là. Nous sommes le 6 juillet 2025. Et après une gestation d'à peu près 1 an et demi, Jurassic World Renaissance slash suite slash spin-off slash déception slash Serrano très salé vient d'arriver sur nos écrans. J'espère que vous allez bien. Pour tous ceux qui me regardent sur YouTube, je sais que vous êtes nombreux à attendre cette critique. Pareil sur Twitch, le nombre de spectateurs s'en ressent. Installez-vous confortablement. On va décortiquer le film et l'analyser. Ça prendra le temps que ça prendra. Vous savez ma passion pour la saga Jurassic Park, depuis que je suis tout petit, évidemment. Si vous êtes issu de YouTube, vous avez vu mes vidéos sur Jurassic Park, sur Jurassic World. J'avais réécrit Dominion parce que ça nécessitait un petit coup de main quand même en termes d'écriture Dominion, je pense. J'avais fait Le Monde Perdu. Enfin voilà, je fais même partie des rares personnes encore qui ont pris leur courage à deux mains pour regarder la colo du Crétacé, pas jusqu'au bout parce que je suis pas masochiste. Les 2 dernières saisons, là, non merci. Et Chaos Theory, qui, attention spoiler, fait limite un meilleur travail que Dominion sur comment les dinosaures se sont adaptés en étant sur Terre finalement. Mais ne vous inquiétez pas, grâce à Jurassic World Renaissance, on n'en a plus rien à foutre de savoir comment les dinosaures vont justement coexister avec les humains, puisqu'ils sont tous morts. Ah merde, j'en peux déjà plus, je te jure, fais chier. Bah ouais, parce qu'en fait, voilà, tu sais, l'écosystème fait que bah c'est compliqué, hein. Et puis on n'a pas vraiment envie de se faire chier avec la suite de Fallen Kingdom et Dominion, donc bon bah ils sont tous morts. Sauf au niveau de l'équateur. Oui, oui, parce qu'au niveau de l'équateur, l'oxygène ressemble à celui d'il y a 65 millions d'années. Donc tout va bien. Bon, j'imagine, oui, que c'est quand même beaucoup plus forêt amazonienne, etc. Tout ça, toute la lisière équatoriale. Il fait beaucoup plus chaud. L'oxygène, etc. est différent, certes. Bon, mais bon, c'est pas le problème premier. Le problème premier pour moi, c'est que Dominion, et je le redis avant de commencer cette critique, a totalement foiré tout le potentiel qui était des dinosaures sur Terre. Deux espèces vont se retrouver enfin face à face sur le continent. Qui peut avoir la plus petite idée de ce qui va se passer? Comme disait Alan Grant, les promesses d'après Fallen Kingdom étaient exceptionnelles. Dominion n'en a strictement rien fait. On le rappelle d'ailleurs et on embrasse le scénario. À la fin du film de Fallen Kingdom, on se demande comment on va devoir coexister. À la fin de Dominion, on dit pour coexister, va falloir apprendre à coexister. Bah merci en tout cas de nous avoir fait vraiment avancer le scénario comme ça les gars. Donc on va parler aujourd'hui effectivement de Jurassic World Rebirth qui se passe quelques années après donc les événements de Dominion. Effectivement, le public s'est lassé des dinosaures. Pour vous citer un peu le pitch évidemment, on reviendra sur le reste par la suite. Le public s'est lassé des dinosaures. La plupart des dinosaures qui sont encore sur les continents sont morts. Preuve en est avec une scène d'introduction dans le film qui nous montre le dernier apatosaure, le dernier sauropode d'Amérique du Nord, finir par mourir du côté de Manhattan, je crois, du côté de New York. Donc les dinosaures sont morts parce que les maladies et l'écosystème, etc., faisaient que, malheureusement, ils n'ont pas pu survivre dans des climats tempérés, notamment avec les changements de saison, etc. Et les dinosaures qui ont pu survivre sont ceux qui ont rallié des zones équatoriales, des petites îles ou des archipels, ou même, pourquoi pas, on nous montre sur une carte voilà, le sud du Mexique, le Guatemala, le nord du Venezuela, enfin vraiment tout l'équateur, toute cette ligne un petit peu, voilà, avec un climat qui leur correspond. L'être humain n'y a pas accès, la vie a trouvé son chemin, la vie a repris, en tout cas pour l'être humain, une bonne manière, évidemment, de se débarrasser d'un scénario dont tu n'avais plus envie, je pense, parce qu'il y avait tellement mieux à faire que ça, mais c'est le pitch de départ, respectons-le. À partir de ce moment, eh bien, le scénario du film finalement est très simple. C'est un jeu vidéo avec plusieurs quêtes principales et une quête annexe. La quête annexe, évidemment, c'est cette fantastique famille de Manuel Garcia Rulfo, hein, l'acteur père de famille, voilà, qui nous fait presque regretter les Kirby, parce que je le dis, je préfère largement Jurassic Park 3 à Jurassic World Renaissance, et je préfère les Kirby à cette famille de Golemont. Au moins les Kirby, ils avaient Kirby peinturé plus. Le plus, c'était pour les installations sanitaires, ils avaient au moins le mérite d'être drôles. Là, c'est catastrophique. C'est une quête secondaire. Eux arrivent justement sur une île à quelques kilomètres de l'équateur
eh bien justement, vont devoir faire face aux menaces de dinosaures. Et la quête principale est donc menée par une société pharmaceutique qui va demander à Zora Bennett, accompagnée notamment de Duncan, donc Mahershala Ali, et du professeur ou docteur Loomis, Henry Loomis, donc Jonathan Bailey, rare satisfaction du film, d'aller sur cette même île pour récupérer le sang du plus gros reptile marin, du plus gros reptile volant et du plus gros dinosaure terrestre pour effectivement soigner des maladies. Voilà le pitch simple, bête. Quand je vous dis bête, c'est bête et méchant du film qui est faut chercher les 3 plus gros dinosaures parce qu'effectivement leur cœur est beaucoup plus gros et donc du coup ça peut guérir des maladies cardiovasculaires, cardiaques, etc. Et étant donné que c'était les plus gros, c'est ceux qui avaient une plus grande espérance de vie, dixit le film, récupérer leur sang permettra ensuite de pouvoir aller chercher différents remèdes, notamment pour des maladies cardiaques. On va donc suivre ce groupe à la rencontre du mosasaure, du Quetzalcoatlus et du titanosaure. Et puis évidemment, par la suite, il y aura tout un tas de péripéties au sein de l'île. Une île qui était, effectivement, parce que sinon ce serait trop simple, une espèce de laboratoire à la base pour le premier Jurassic Park, mais qui ont sans doute a été aussi utilisé à l'époque de Jurassic World pour faire en sorte qu'on crée des hybrides et qu'on crée finalement des hybrides interespèces, c'est-à-dire des fusions entre plusieurs dinosaures, notamment le Mutadon, qui est très probablement l'une des meilleures idées du film. C'était de l'ironie, parce que le public s'est lassé. Enfin, déjà à l'époque, ça peut être relativement cohérent avec ce que disait Jurassic World et l'Indominus Rex. On peut considérer qu'effectivement, également à la suite de l'Indominus Rex, on avait tenté justement de fusionner des espèces ou de créer des espèces à partir de deux espèces bien différentes, notamment le Mutadon qui est un mix entre un raptor et un pteranodon, pour que le public retrouve un petit peu de frisson, etc. Tout ça. Évidemment, ça ne s'est pas passé comme prévu. Le Distortus Rex, qui lui est un dinosaure mal formé, génétiquement mal formé, une erreur tout simplement de la nature, réussit à s'échapper. Le laboratoire est laissé à l'abandon. La suite, évidemment, appartient au film. Je suis très déçu. Et c'est pas peu de le dire, je suis très déçu. Pourquoi ? Parce qu'on avait Gareth Edwards à la réalisation, et je tiens à le dire tout de suite, Gareth Edwards n'étant rien responsable de l'échec du film. Ce film est un échec. On n'est pas loin du fiasco. Si tant est qu'il y a quand même 4 ou 5 scènes intéressantes et que Gareth Edwards, par moment, nous montre qu'il sait tenir une caméra, effectivement, et qu'il est capable de proposer de vrais moments de cinéma. C'est pour ça que on va pas parler de fiasco non plus ultime, mais c'est une grande déception, c'est un échec, qui ne sera pas un échec au box-office, puisque 318 millions de dollars de recettes, c'est ce qu'il a déjà rapporté alors qu'il est sorti mercredi, aux États-Unis normalement. Il n'est sorti que vendredi en France. Dans le chat, les gens me le disaient. Les salles étaient pleines. Moi, personnellement, je suis allé voir le film 2 fois pour le bien de la critique. Et il se trouve effectivement que les salles étaient pleines, blindées aussi. Je pense que c'est un film qui rentrera largement dans ses frais, c'est-à-dire qu'il sera un succès au même titre que les autres. Je pense que les 800 millions, il va y aller gentiment. Attention après à l'arrivée de Superman et des 4 Fantastiques qui peut ralentir le rythme. Mais je pense que ça va quand même suivre avec les vacances de toute façon. Donc c'est pas un échec financier, en tout cas je pense pas. Ce sera peut-être une réussite commerciale, mais personnellement, voilà, malgré le casting, Scarlett Johansson, Mahershala Ali, Jonathan Bailey, Ed Skrein, qui a la bagatelle de 4 phrases, c'est bien de l'avoir fait venir pour ça, entre autres, Manuel Garcia Rulfo. On avait un casting qui était intéressant, on avait Alexandre Desplat, un habitué de Gareth Edwards, qui revenait justement peut-être pour donner une composition musicale un peu plus intéressante à Jurassic World. Au final, ça a tellement bien marché qu'il y a quasiment aucun thème emblématique, si ce n'est peut-être 2 ou 3, on y reviendra plus tard. Et puis que ça a tellement bien fonctionné que il est même pas foutu en fait de mettre les thèmes de Jurassic Park ou Jurassic World en entier. Alexandre, si tu me regardes, c'est très frustrant de ne pas mettre les thèmes jusqu'au bout, même si c'est peut-être voulu pour se donner un genre. Quand t'as une scène qui est relativement intéressante, et Dieu sait que dans le film il n'y en a pas beaucoup, évite de cut la musique aussi rapidement s'il te plaît. Donc Alexandre Desplat était là, parce qu'effectivement, Alexandre Desplat, ça reste quand même un maestro, enfin, c'est un très très grand musicien, un très grand compositeur, et puis Gareth Edwards. N'oublions pas que Gareth Edwards sortait de The Creator. Je crois que c'était un échec commercial, The Creator, mais c'était un film d'un point de vue visuel et esthétique extraordinaire. Et
et on était plus de 100 hein, dans le chat, merci beaucoup. Euh, on a évidemment le réalisateur de Monsters, on en revoit beaucoup, de Godzilla, on en revoit beaucoup, de Rogue One, enfin bon, c'est quelqu'un quand même qui est assez chevronné. On parle régulièrement du maître du gigantisme, on aime bien placer un peu le gigantisme à outrance quand on parle de Gareth Edwards, parce que oui, montrer les choses à hauteur d'homme, voire même à une autre échelle que l'homme ne pourrait même pas imaginer, montrer et sublimer le gigantisme, mais moi j'irais même plus loin, je pense que c'est un mec qui est capable d'apporter de la poésie à tout. Et c'est ça que je trouve très intéressant, et la scène des titanosaures nous le montre dans le film. Parmi les rares scènes intéressantes, c'est quelqu'un qui a une manière de sublimer et de rendre poétique même la plus grande des horreurs. C'est ce qui me rend tellement dégoûté de ce qu'ils ont fait du Distortus Rex. C'est du foutage de gueule. Par contre, sur le Titanosaure, ça fonctionne bien. Mais donc oui, on avait de l'espoir, forcément, parce que même si c'est un film qui a été fait à la va-vite, et Dieu sait que, je le dis, ce film était-il à faire? Je vous demande la question dans le chat. Non. Vu le fiasco, parce que là, pour le coup, c'en était un de Dominion, ça ne servait à rien, je pense, d'aller faire un nouveau film Jurassic World. Encore moins de le faire aussi vite. Et encore une fois, encore moins en ne prenant que si peu en compte ce qui s'est passé dans les films précédents. Parce que moi, et vous savez, c'est très emblématique. Merci mon Cébou pour le sub offert à Matt. Merci beaucoup mon Cébou. Comment il va le Cébou? C'est très emblématique du grand problème que j'ai avec Jurassic World Rebirth, c'est que dans le lore du film, il ne sert à rien. Dans le lore de la saga, pardon. Ce film, dans le lore de la saga, ne sert à rien. Parce que tous les points qui auraient pu être intéressants à développer, le labo, les expériences génétiques, les créatures de cauchemar, le Distortus Rex, qui aurait pu être intéressant à travailler, pour peut-être pourquoi pas, avec ses malformations, etc., avoir un côté empathique, comme la mouche, par exemple. Enfin, je vais vous donner un ordre d'idée très large, puisque la mouche n'a rien à voir avec Jurassic World. Mais quand tu regardes les films La Mouche, et même La Mouche 2 notamment, La Mouche, t'as quand même de l'empathie pour le personnage de Jeff Goldblum sur la fin, parce que même si, voilà, il y a les malformations, les trucs, les machins, les transformations, enfin, il y a une poésie, en fait, qui s'en dégage. Même dans La Mouche 2, quand, je sais pas si des gens ont vu La Mouche 2, mais le chien qui se transforme, etc., parce que les premières expériences sont faites sur lui, il y a une grande empathie, il y a une profonde tristesse pour quelque chose de profondément glauque, triste, de dérangeant. Ça aurait pu être bien d'aller chercher quelque chose comme ça avec le Distortus Rex, d'aller au-delà de simplement la créature de cauchemar, qui n'est là que pour faire un plan typique Godzilla, parce que soyons tout à fait honnêtes, le dernier rugissement du Distortus Rex, c'est quoi? C'est Godzilla qui rugit de nuit, sur un gros plan sur sa mâchoire, exactement de la même manière que Gareth Edwards l'avait filmé. La sortie du Distortus Rex dans la scène d'introduction, c'est je crois que c'était Juliette Binoche face à Bryan Cranston dans Godzilla. C'est les mêmes effets de lumière, c'est la même couleur, c'est les mêmes. C'est pas foulé non plus, hein. Je veux dire, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont intéressantes. Tu retrouves du Gareth Edwards, mais à un moment donné, ça aurait été bien d'aller un peu plus loin. Et j'en parlais par rapport à la séquence justement de l'apatosaure. Et ça, alors, pour deux raisons particulières. Déjà, un, quand vous faites un film, essayez au moins de savoir quel dinosaure vous êtes en train de filmer. Parce que là, déjà, là, on sent que ça monte, ça commence déjà à me casser les couilles, hein. Mais quand vous avez la radio du film qui vous dit que c'est un brachiosaure, alors qu'en fait, vous regardez sur le truc, et non, non, c'est pas du tout un brachiosaure, c'est un apatosaure que vous avez là, essayez putain, c'est la base, essayez déjà d'être accurate sur le dinosaure que vous montrez. Quand on est à New York et qu'il y a un apatosaure qui est en train de mourir, c'est ni un brontosaure, ni un diplodocus, ni un brachiosaure comme ils disent dans le film, c'est un apatosaure. Et c'est une scène qui, pour moi, aurait pu être très intéressante. Et même là, en fait, dans le lore, ils se sont complètement loupés. Parce que non seulement il n'y a pas vraiment de suite vis-à-vis de ce qui s'est passé avant, hein, c'est un peu un soft reset, si j'ose dire, mais il y avait moyen de rendre cette scène-là de la mort de l'apatosaure touchante. Montrer justement la tristesse de l'apatosaure, le regard de l'apatosaure, avec peut-être un personnage qui aurait eu de l'empathie pour l'apatosaure. Peut-être la première fois qu'on aurait vu Jonathan Bailey avec ce dinosaure-là, qui est le dernier sauropode d'Amérique du Nord en train de mourir. Et justement, le confondre lui et tout le je m'en foutisme des personnages, des personnes autour, qui eux symbolisent justement le fait que le monde se soit lassé. Ça peut aussi être comment dire, une représentation un petit peu métaphorique du fait que peut-être les spectateurs aujourd'hui se sont lassés de la saga Jurassic World. La mort de l'apatosaure, c'est peut-être aussi la mort de la licence, c'est peut-être aussi la mort justement de l'attrait des spectateurs pour cette saga après l'échec de Dominion. Enfin, il y avait beaucoup de registres qu'on pouvait peut-être surinterpréter, mais tu pouvais le rendre poétique, tu pouvais le rendre intéressant. Et puis justement, partir de cette mort pour ensuite aller vers une renaissance, bah ça avait tout le propos.
Honnêtement, là, le titre, Jurassic World Renaissance, c'est la renaissance de quoi? C'est la renaissance de quoi? Il n'y a aucune formulation de renaissance dans Jurassic World Renaissance. Il n'y a aucune renaissance dans le film. Et c'est pas parce qu'on appelle ça Rebirth ou Renaissance, parce qu'on fait renaître la franchise avec ce film-là, que c'est réussi. C'est pas le cas. La mort de l'apatosaure n'est en aucun cas poétique. Elle est anecdotique. Alors c'est peut-être voulu, puisque les dinosaures eux-mêmes dans le film sont devenus anecdotiques. Mais je trouve ça tellement dommage de ne pas être allé plus loin. Justement parce qu'un personnage comme Jonathan Bailey, lui, est encore attaché aux dinosaures, et ça aurait été bien de montrer un peu de nuance. Mais oui, on pouvait en attendre beaucoup de ce film. On pouvait en attendre beaucoup, et malheureusement, pour moi, c'est un échec. C'était vraiment un échec. Où il y avait d'ailleurs plusieurs scénarios. C'est là aussi qu'on voit que peut-être, même si David Koepp, scénariste du premier Jurassic Park, mais j'insiste aussi sur le fait que c'est lui qui a scénarisé les 2 derniers Indiana Jones. Faut remettre l'église au centre du village. C'est pas parce que tu ramènes le mec de Jurassic Park, qui avait bien été aidé par le bouquin de Michael Crichton aussi, hein, parce que Michael Crichton, il était là, et puis il avait quand même écrit le premier Jurassic Park. C'était un peu son bébé, hein. C'est vrai que David Koepp a beaucoup remanié le truc, etc. Mais c'est pas parce qu'un scénariste revient, parce qu'il a fait un grand scénario avec Jurassic Park, que derrière, il va peut-être pas se planter. Et là, pour le coup, c'est vrai qu'au niveau scénario, il n'y a rien. Au niveau du scénario, il n'y a rien, c'est zéro. Rien que le procédé, encore une fois, d'aller chercher un truc qui est pro-série B, disons-le clairement. C'est un scénario de série B vu et revu et revu et revu. C'est voilà, là c'est pas à des fins militaires qu'on a envie d'entraîner un Indoraptor, mais on a envie d'aller chercher du sang de dinosaure pour pouvoir soigner des maladies. C'est comment vous dire? C'est du niveau Peur Bleue. Sauf que Peur Bleue c'était fun et que Peur Bleue c'était bien foutu avec les animatronics, etc. Et que c'était original dans le film de requin. Mais c'est la même chose. C'est le scénario de Peur Bleue. Et puis évidemment, il faut prendre les 3 plus grosses espèces, parce que sinon c'est pas marrant. Mais le scénario est vide, creux. On se pose la question de l'utilité de la famille de Manuel Garcia Rulfo. C'est consternant. Les dialogues, je pense qu'on est sur les... Avec Dominion évidemment, on est sur les plus mauvais dialogues de toute la licence Jurassic World. L'humour absolument abject. Les raptors. Je pense à l'humour, hein. Mais moi, avoir un personnage qui essaie d'aller pisser avec la seule apparition des raptors, et je veux bien à un moment donné que les gens me disent ouais, mais tu sais, les raptors, ça fait des films et des films et des films qu'on les voit, on peut passer à autre chose. Pourquoi pas? On n'est peut-être pas obligé de leur pisser sur la gueule non plus, parce que là, c'est tout comme. Hein. C'est pas le personnage qui a envie d'uriner, c'est on pisse carrément sur les raptors, qui ont 4 secondes de temps d'antenne pour se faire crever un hors-champ par un mutadon. La séquence aurait pu être intéressante, mais le problème, c'est que toi, en tant que spectateur, t'as toujours un petit rictus, parce que tu vois le personnage qui est en gros plan et qui est en train de pisser. Et c'est ça, c'est devenu ça, Jurassic World, maintenant. C'est dédramatiser une scène qui aurait pu être hyper intéressante, sous prétexte qu'ensuite, tu vas désamorcer avec de l'humour beauf de bas étage, où le mec, il arrive à pisser ensuite, une fois qu'il est soulagé que les créatures sont parties. On est où, là? On est où, là? Et je vais vous dire un truc. Dans les bandes annonces, je sais pas si vous vous souvenez de Jonathan Bailey, il dit ce sont des raptors les pires de tous. Je vais vous dire 3 séquences qui auraient dû être là dans le film. La scène d'introduction à la base, c'était pas censé être le Distortus Rex, c'était censé être InGen qui carbonise toute une section de l'Amazone, enfin de l'Amazonie, pardon, enfin de là où justement ils sont, c'est à quelques kilomètres, je sais plus, de l'équateur. Ils étaient censés justement carboniser la végétation, la faune, la flore, etc. Et notamment des peuplades indigènes qui vivaient sur place pour monter leurs équipements InGen, etc. Ça, c'était normalement la scène d'introduction. Ils l'ont pas gardé. La scène des raptors dont je vous parle avec Jonathan Bailey qui dit regarde les raptors les plus dangereux de tous, c'est une scène qu'ils avaient carrément tournée. Vous pouvez regarder sur internet, etc. Vous verrez des photos du tournage. Ils avaient tourné cette scène. Cette scène-là, normalement, devait être celle où des raptors encerclent les personnages et où il y a un combat contre les mutadons après. Mais les raptors auraient dû avoir normalement un rôle un peu plus conséquent. Que les raptors ne soient pas une tête d'affiche, puisqu'on les a déjà eus pendant 6 films, ça me choque pas. Mais à ce point-là, je trouve que c'est quand même du foutage de gueule. Surtout que cette scène-là avait été tournée, pour moi, elle était plus intéressante. Dernière scène qui avait été envisagée, c'était un combat contre le Tyrannosaure et le Distortus Rex. Le Tyrannosaure en serait sorti gagnant. C'était la fin qui avait été imaginée dans un premier temps pour conclure le film. Personnellement, je suis content qu'il ne l'ait pas fait. Je pense que les combats de dinosaures, on en a eu suffisamment. Nonobstant, le Distortus Rex n'a tellement aucun intérêt dans le film. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est la peste ou le choléra. Mais vous voyez comme quoi,
on commence peut-être déjà à soulever des éléments intéressants. C'est peut-être un film au niveau du scénario, peut-être pas qui a été fait à l'arrache, mais qui hésitait entre plusieurs idées et qui a été peut-être bah voilà, scénarisé, monté, filmé en pensant à certaines choses, puis finalement on les garde pas, puis on transforme par autre chose, et ça donne, voilà, pour moi, un film qui est comme le Distortus Rex, c'est un film qui est mal formé. Jurassic World Renaissance est un film qui est une malformation. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même des bonnes scènes. Et c'est ça, et c'est là vraiment que moi, j'en ressors extrêmement déçu. C'est un film qui a de bonnes séquences. On va revenir sur les bonnes séquences, notamment, alors, par la patte Gareth Edwards, mais aussi, notamment sur la scène du tyrannosaure. Là, je pense que dans le chat, on sera tous d'accord. La scène du tyrannosaure, qui est, je pense, la meilleure scène de tout le film. Que ce soit en termes de mise en scène, que ce soit en termes de mise en place de la tension. Je parle de tension. À aucun moment, on imagine que la famille va y rester. Il n'y a pas vraiment de tension. Et puis, il y a des séquences gags. On est quand même sur le seul canoë de sauvetage gonflable qui résiste à une mâchoire de T-Rex. Il faut le dire, on n'est pas à une incohérence près. Demandez à Jonathan Bailey ce que ça fait, de tomber d'une centaine de mètres, d'atterrir dans une flaque qui doit faire 50 cm d'eau, et de ne pas avoir une seule égratignure parce que, lol, j'ai été amorti par des branches. Tout va bien, ça va, je suis Jonathan Bailey, j'en ai rien à foutre. Je suis le roi du street lourd. Donc oui, non, mais il y a des choses, c'est complètement incohérent. Mais il n'empêche que cette scène-là, je la trouve puissante. On retrouve un T-Rex puissant et justement, ce qui est pertinent, c'est de remettre, même si c'est qu'une seule séquence, le T-Rex comme un protagoniste fort de la saga, ce que n'avait pas réussi à faire Colin Trevorrow sur l'ensemble de la saga Jurassic World. Vous prenez Jurassic World sans l'aide de Blue, Rexy, c'est fini. Vous prenez Dominion sans l'aide d'autres dinosaures, c'est fini. À aucun moment, Rexy, à part avec Bayona qui réussissait à la remettre quand même sur le devant de la scène et à la filmer correctement, à aucun moment Trevorrow n'avait la science pour filmer un tyrannosaure tel qu'il le mériterait. Il y avait d'autres dinosaures à mettre en place évidemment, mais quand même, je trouve que c'était un point plus que négatif. Là, effectivement, le T-Rex est remis sur le devant de la scène avec une scène évidemment qui est assez impressionnante et qui est tirée du bouquin original Jurassic Park, une scène de raft. Normalement, il y a une scène justement en raft où le T-Rex poursuit Alan Grant et Lex et Tim, qui a été reprise effectivement dans ce film-là. Là, c'est vrai que cette scène-là, même si on peut regretter, et c'est dommage parce que je crois que ça avait été tourné pour la plupart dans des conditions réelles et dans des îles asiatiques, je crois que ça avait été tourné en Asie, les Philippines, ou je sais plus exactement. Faudrait regarder, dites-moi dans le chat où est-ce que le lieu de tournage a été fait. Mais enfin bon, tout ça pour dire que je trouve ça dommage même qu'il y ait des surincrustations tout le temps, etc. Soit de fond vert, soit de rajouter des montagnes immenses ou des arbres ou des trucs et tout. En Thaïlande, merci R2077, ouais, ça a été tourné en Thaïlande. Donc du coup, avec des décors qui étaient réels. Bah, on aurait gardé juste des décors réels, pour moi, ça aurait été moins dérangeant que là dans le film où on est sur Skull Island, les gars. On est sur Pandora. Faut rester un minimum honnête. Je veux bien que l'idée, et cette séquence-là le montre très bien, je veux bien que l'idée soit de revenir aux sources du film d'aventure pur à la Jurassic Park, et normalement de revenir un peu dans l'horreur et l'effroi. Vous me dites dans le chat si vous avez été un peu effrayé, parce qu'honnêtement, je cherche l'effroi. À part la scène d'introduction avec le Distortus Rex, encore que, quand t'as vu Godzilla ou Rogue One, tu reconnais la patte Gareth Edwards. Et puis derrière, bon, c'est des situations vues et revues. Je veux dire, quand t'as vu Fallen Kingdom et ce qu'est capable de faire Bayona, c'est pas ça qui va te faire flipper outre mesure quand tu parles d'univers jurassique. Moi, je l'ai pas vu, mais normalement, on était censé revenir à l'effroi, mais surtout au film d'aventure. Cette séquence-là, elle montre bien l'idée du film d'aventure. Mais si, malheureusement, t'as des effets visuels qui sont percutants, parce que personnellement, là où Dominion, je trouvais vraiment que le film, d'un point de vue vraiment d'effets numériques, d'effets de CGI sur les dinosaures, était tantôt réussi, tantôt vraiment, vraiment, vraiment raté, comme Blue et les Raptors. Il y avait un gap énorme. Fallen Kingdom, Blue reprenait ses lettres de noblesse au niveau de la peau, etc. Il y avait beaucoup d'animatronics aussi, ça aide.
mais au niveau de la peau, de la texture, tout simplement de l'effet visuel en fait qui s'était dégagé du truc, c'était plus beau qu'un film qui était sorti 3 ans après, ce qui est quand même catastrophique. Là, c'est vrai que d'un point de vue d'effets spéciaux, que ce soit les Quetzalcoatlus, que ce soit le tyrannosaure, le mosasaure, c'est vrai que c'est plutôt bien foutu. Par contre, si tu mets énormément d'incrustations de fond vert, ceci, cela derrière, ça peut des fois, à un moment donné, te sortir du truc. Et moi, personnellement, j'ai été vachement sorti de certaines séquences, non pas par la mise en scène des séquences, mais par les décors, qui sont complètement incohérents. Jamais tu vas à la lisière de certaines îles équatoriales et tu vois ce genre de décor. Là, c'est Skull Island, c'est Pandora. Et forcément que ça te sort du truc. Et puis, pourquoi faire? C'est déjà pas crédible dans le scénario, mais si en plus ça te permet de remettre des fonds verts à outrance, et cette scène-là, on a quand même quelques-unes, hein, des fonds verts qui sont quand même assez tape à l'œil, et qui sont bien visibles, bah c'est dommage, parce que quelque chose me dit que finalement, t'en avais même pas besoin. T'en avais pas besoin. Tu pouvais le faire beaucoup plus simplement avec un rendu identique. Surtout que cette séquence-là est quand même très forte et impressionnante. Personnellement, je trouve que la scène du tyrannosaure est impressionnante. Et elle l'est tellement, encore une fois, dans la mise en place de la tension et de l'arrivée crescendo du T-Rex, son cri emblématique, etc., sa puissance. Il y a un plan qui est quand même assez impressionnant où sa mâchoire va venir sur le canoë avec la gamine enfin pas le canoë, mais si, le canoë gonflable, quoi. Et la mâchoire vient se poser un peu sur le canoë avec la gamine, du coup, qui est à l'intérieur, sous l'eau, et qui voit la mâchoire se refermer sur elle. Ça, c'est des plans qui sont quand même assez impressionnants. Il y a des plans qui sont, je trouve, quand même assez impressionnants dans le film. Parler de la séquence du mosasaure. Il est vrai que la séquence du mosasaure... Alors, je suis pas le plus grand fan de l'utilité des spinosaures dans le film. Je pense que on les a surtout rajoutés pour faire plaisir aux gens qui attendaient les spinosaures dans Jurassic World. Le design est plutôt bon, mais encore une fois, on n'est pas à une incohérence près. On se pose beaucoup de questions. Pourquoi ces spinosaures-là ont ce design-là? Qui les a créés? Comment? Où? Pourquoi? C'est un peu ta gueule, c'est magique. Est-ce que c'est des spinosaures qui ont été créés peut-être à la suite de Fallen Kingdom ou Dominion? Puisqu'on sait que Biosyn avait créé des dinosaures plus vrais que vrais, peut-être que d'autres avaient récupéré aussi des échantillons, puisqu'à la fin de Fallen Kingdom, on voit que plusieurs richissimes hommes d'affaires ou compagnies ont réussi à créer des dinosaures en récupérant des échantillons. Est-ce que ces échantillons-là étaient des échantillons de spinosaures et que ces spinosaures-là sont arrivés ensuite aux alentours de ces îles parce que le climat le permet, mais qu'on aurait pu les retrouver ailleurs finalement dans la saga parce qu'ils ont été créés en amont? Est-ce qu'ils ont été créés sur cette île-là? Pourquoi ce mosasaure a ce design-là? Dans le film, pour en avoir parlé avec Aurel Zweig, lui-même avait un doute. Il se disait, mais attends, ils ont l'air de le traquer, etc. Est-ce que ça veut dire que c'est le mosasaure du premier? Alors non, c'est pas le mosasaure de Jurassic World, puisqu'il me semble que dans le lore de la saga, le mosasaure de Jurassic World est mort. Donc lui, on peut considérer que c'en est un nouveau, qui a été créé peut-être par d'autres compagnies, d'autres ceci, d'autres cela, de la même manière que l'avait fait Biosyn ou autre. D'ailleurs, hein, puisqu'on en parle, quid des Dolomites? Ça, c'est important quand même de le dire, mais ok, les dinosaures n'ont pas pu résister au climat finalement de la planète. Mais on a créé la réserve naturelle de Biosyn et des Dolomites pour que les dinosaures puissent y survivre. Vous êtes tous d'accord avec moi. Ça a été créé par l'homme pour que les dinosaures survivent. On peut donc considérer, vu le nombre de biomes qu'il y a à Biosyn dans les Dolomites, que c'est des biomes qui ont été faits exprès peut-être avec régulateur de chaleur, d'oxygène, ceci, cela, pour que les dinosaures survivent. Est-ce que les dinosaures là-bas survivent ou sont encore vivants? On n'en sait rien. Jusque maintenant, on va dire qu'ils sont morts, puisque non, Ikea, il n'y a pas de mention de Biosyn du tout. La seule mention qu'on fait, c'est le personnage de Jonathan Bailey qui dit qu'il a déjà travaillé avec Alan Grant. C'est tout, c'est tout. Il n'y a pas d'autre mention à part que les dinosaures, finalement, sont tous morts. Tu te poses trop de questions, David Cup a admis, on n'en avait rien à foutre, il a écrit ça parce que ça lui plaisait, et d'ailleurs le film précise bien que les deux Mosas sont bien les mêmes, la description était exactement pareille, c'est juste un retcon visuel. Mais c'est de la merde. C'est de la merde. Et je suis pas forcément sûr de ça, Bob, parce que... alors déjà, tu te poses trop de questions, David Cup en a rien à foutre, je vais te dire, je m'en carre le cul. Vraiment. Moi, j'en ai ras le cul, en fait, de ce genre de réflexion. Je suis désolé, j'en ai ras le cul de ce genre de réflexion.
Qu'on se dise le scénario, il en a rien à foutre. C'est le même principe que quand je défends Thor Love and Thunder et qu'on va me dire, tu sais, en fait, les acteurs, ils étaient pas trop contents du... J'en ai rien à branler. Ils pensent ce qu'ils veulent. David Cup, il peut avoir le cul bordé de nouilles, etc. Avoir la thune qu'il veut, admettre d'en avoir rien à foutre, ça lui plaisait de faire ça, ça ne l'empêche pas de faire quelque chose de bien. Faut arrêter de se cacher derrière, tu te poses trop de questions. Je suis un fan de la saga, j'aime la saga Jurassic World, j'ai envie d'en savoir plus, j'ai pas envie d'avoir un film abscon qui ne m'apprend rien. Et que David Cup il soit content ou pas, ou qu'il en ait rien à foutre, ou qu'il fasse de la merde, c'est pas mon problème, c'est pas moi qui ai payé pour écrire le film. Faut arrêter à un moment donné de se cacher derrière les trucs. David Cup en a rien à foutre, on se pose trop de questions, faut débrancher son cerveau. Non, même si je regarde un Jurassic World, j'aime bien avoir mon cerveau sur la table. Pour le Mosasaur, faudra peut-être, si les gens dans le chat peuvent vérifier, mais sinon dans les commentaires YouTube, peut-être que certains nous le diront, ceux qui ont plus approfondi. Pour ceux qui sont pas au courant, parce que bon, tout le monde n'est pas forcément au courant, Jurassic World, à l'époque de sa sortie en 2015, avait créé un faux site viral où il y avait tout un tas d'informations sur le parc. En gros, le parc était ouvert, tu voyais des caméras et tout, c'était vachement bien foutu, comme si le parc existait vraiment. Hein, c'était un site viral de promotion du film, mais comme si ça existait. Pour Fallen Kingdom, entre Fallen Kingdom et Dominion, ils avaient fait pareil, en faisant carrément le Dinosaur Protection Group. Donc c'était un site qui recensait les dinosaures partis ailleurs, machin, tout ça. Et là, niveau com, c'était super bien foutu, ouais. Et il se trouve que quelques mois avant la sortie de Jurassic World Rebirth, ou peut-être un petit peu avant le premier trailer, eh ben, il y avait un site donc qui était peut-être l'héritier du Dinosaur Protection Group ou quelque chose comme ça, qui montrait en fait la liste de tous les dinosaures qui étaient sortis les uns après les autres. Euh, et, euh, et tous les dinosaures, on voyait qu'ils étaient tous portés disparus ou morts. Et il me semble avoir vu dans ces sites viraux de communication que le mosasaure original était mort et qu'il avait fini par caner. Alors, du coup, est-ce que ce sont les sites viraux qui se sont plantés ou est-ce que, effectivement, le mosasaure est mort et que ça, c'en est un autre, ce qui serait possible, puisqu'on rappelle qu'après Fallen Kingdom et Dominion, de toute façon, plusieurs personnes dans le monde étaient capables de créer des dinosaures. Ça, c'est un mosasaure qui aurait été créé par quelqu'un d'autre et qui aurait fini par allier les eaux, en fait, dans lequel il peut prospérer. Peut-être, de toute façon, là où je suis d'accord avec toi, Bob, c'est qu'effectivement, ils en ont l'air d'avoir rien à foutre parce que le lore, ils ne travaillent pas. Sauf que moi, là où je suis pas d'accord avec toi, mais c'est intéressant, dites-le moi dans le chat. Est-ce que je suis le seul qui aurait aimé voir l'univers approfondi? Avoir des réponses à l'après-Dominion. Avoir des réponses sur justement tous ces laboratoires de cauchemars, les trucs des horreurs, le Distortus qui aurait pu être vachement intéressant. Est-ce que je suis le seul à me dire, putain, mais j'aurais bien aimé voir ça, moi? Tu vois, moi, le lore, l'aspect le plus osef dans le film, je suis pas d'accord du tout. Je me dis, s'il y a bien un truc qui doit être travaillé, c'est ça, même si tu veux faire un film d'aventure. Retire-moi cette famille de Golemont là qui sert à rien dans le film, parce que globalement, ils n'ont aucun intérêt. Même la scène du raft, tu peux la faire avec Scarlett Johansson. Hein. Retire-moi cette famille-là. Ok, bon, d'accord. Il faut mettre des enfants et une famille et ceci et cela, parce que voilà, hein, c'est l'esprit Jurassic Park, c'est l'esprit Spielberg, le rôle des enfants, l'émerveillement avec le petit dinosaure herbivore qui va être recueilli, la petite Dolores, parce qu'effectivement, il faut de la tendresse, le rôle de l'enfant. Oui, bon, ok. À partir de ce moment-là, ok. Il n'empêche qu'à mon avis, dans ce cas-là, cette famille-là, dans le scénario, tu la travailles autrement. Et au lieu qu'ils ne fassent que marcher pour arriver vers nulle part, fais-les arriver beaucoup plus tôt dans le film, dans le laboratoire. Et travaille le lore de Jurassic Park par le prisme de cette famille dans le labo pour développer ton lore. Là, au moins, ils auraient eu une utilité. Et tu gardes la scène du raft, et tu retires les autres, puisque de toute façon, ils ne servent à rien. La scène du mosasaure, pour revenir sur cette scène-là, hormis certaines incohérences et la présence, bon, qui pour moi n'était pas forcément utile des spinosaures, elle est maîtrisée. Elle est maîtrisée puisque je crois que le titre c'est Boat Chase. Si vous voulez aller regarder la bande originale de Jurassic World Rebirth, voilà, c'est Boat Chase, elle dure plus de 5 minutes. C'est une des rares pistes musicales intéressantes du film, musicalement. On sent que Desplat, il essaie de mettre un thème ou deux en place et puis reprendre les thèmes originaux. Mais globalement, musicalement, c'est vrai que c'est comme n'importe quel film d'aventure, finalement. Tu ne retiens rien de particulier. Là où je le rappelle, Michael Giacchino, il avait fait l'effort dans les anciens Worlds de faire quand même des thèmes emblématiques assez cultes. Et même, il s'était fait chier à créer un thème propre à la nouvelle trilogie. Là, il n'y a pas. C'est pour ça que ça me continue de me faire dire on est plus dans le principe d'un spin-off. Je vois pas ça comme une suite, je vois plus ça comme un spin-off, un film qui est là.
dans la saga parce qu'il doit être là. Euh, et effectivement, la bande son est bien, la mise en place du gigantisme est intéressante. On y reviendra après avec les titanosaures aussi. Mais la mise en place du gigantisme avec le mosasaure est hyper intéressante, notamment un plan assez phare avec Scarlett Johansson qui est nez à nez ou presque nez à œil avec le mosasaure qui est juste en dessous. Et là, tu vois toute tout le côté grandiose de la créature, etc. Ça aussi, pour le coup, c'est un des points positifs du film parce qu'il y en a. Euh, pour une fois, on voit les dinosaures dans leur habitat naturel. Fallen Kingdom, on n'avait pas vraiment le temps de les voir dans leur habitat naturel. Voir le tyrannosaure qui est en train de dormir dans des poses qu'on ne voyait pas d'habitude ou en train de nager, parce que ça a été prouvé, on l'a vu dans Préhistorique Planet après, et différentes recherches avaient prouvé que le voir en train de nager, etc., et aller un petit peu plus loin dans ses méthodes de chasse, c'est des choses intéressantes. Voir le mosasaure en symbiose avec les spinosaures, etc., bon, aussi gros cela puisse être, hein, mais les voir dans leur état, dans leur élément naturel, etc., j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant. C'est vrai que là, ça ramène finalement les dinosaures, avec, pareil pour les titanosaures qui sont sûrement en transhumance et qui ont une phase assez poétique. J'ai trouvé que c'était intéressant de voir les dinosaures dans leur état naturel euh, tel quel. Ça donne un côté, encore une fois, beaucoup plus film d'aventure et qui se rapproche un petit peu du premier Jurassic Park. Par moment, tu retrouves certains plans qui font très Jurassic Park, très années 90, où tu retrouves cet esprit un petit peu du film d'aventure. C'est trop peu souvent, mais il y en a quand même un petit peu. Maintenant, oui, la scène du mosasaure, elle est maîtrisée. Elle est maîtrisée, visuellement, c'est hyper impressionnant. Il y a une certaine notion du gigantisme et de la qualité avec laquelle, justement, Gareth Edwards va travailler la caméra pour que le spectateur soit ancré, finalement, avec les personnages dans cette séquence. Effectivement, là, tu retrouves la maestria de Gareth Edwards. Après, là où il est le meilleur pour moi, c'est sur cette scène-là. Là, pour moi, c'est là où Gareth Edwards est le meilleur. La scène des titanosaures, non seulement elle rappelle énormément Monsters, dans la poésie du film Monsters, je crois, où il y a un accouplement de créatures, ou en tout cas, dans Monsters, il y a une séquence qui est très poétique, et c'est pareil dans Godzilla avec les mutos, où on voit à un moment donné les mutos, le mâle et la femelle, je crois, je sais plus si c'est le mâle qui donne à manger à la femelle ou l'inverse, où ils sont contents de se retrouver, parce qu'il y a cette forme de poésie, toujours, dans le cinéma de Gareth Edwards. Le mouvement voilà de la queue hyper gracieux, etc., avec la musique là qui revient justement du thème original de Jurassic Park, et puis leur apparition là aussi c'est pareil, leur apparition qui prône un gigantisme qui sont pour moi les deux fers de lance de Gareth Edwards, hein. C'est cette symbolique du gigantisme vu à hauteur d'homme et parfois à des échelles de plan qu'on n'imaginerait même pas et qui rendent une séquence absolument magnifique, et cette poésie dans un monde finalement qui n'en a pas. Et c'est pour ça, encore une fois, que je suis déçu que le Distortus n'ait pas eu son petit moment de gloire, son moment d'empathie, et puis peut-être un travail différent sur une créature mal formée, génétiquement abjecte, qui ne sait même pas ce qu'elle est, qui souffre d'être ce qu'elle est finalement. Là, j'aurais trouvé ça vraiment bon. Euh, mais là, pour le coup, oui, cette scène-là, je l'ai trouvée très poétique, très belle. Et c'est là que j'ai vraiment énormément apprécié le personnage de Loomis. De tous les personnages, on y reviendra après évidemment, hein, du film, je les trouve tous soit insupportables, soit insignifiants. Mais le personnage de Henry Loomis est peut-être celui qui se rapproche le plus d'un personnage pertinent, qui a une vraie évolution, un vrai travail empathique, émotionnel, puissant, pertinent, et je trouve qu'il le joue à merveille, du début à la fin. Son humour fait mouche, contrairement aux autres personnages. On n'échappe pas aux clichés, alors ça, voilà. On n'échappe pas au cliché du non mais vous vous rendez compte, donner ça à une industrie pharmaceutique qui va de toute façon donner ça aux plus riches et personne ne pourra l'avoir. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on donne tous ces remèdes finalement à la planète et sauver le plus grand nombre de personnes possible? Ou est-ce qu'on prend l'appât du gain et qu'on devient riche? Et à la fin du film, non, faisons ça pour les autres, nous n'en avons que faire des millions. Putain. Oh, je souffle devant tant de bêtises. C'est tellement grotesque et série B, nanar de ouf. Scénario de merde, dialogue de con. Mais voilà, par moments, oui, on a des scènes comme ça qui sont
qui sont oui, puis c'est un sujet comme tu dis Anto the Geek, hein, c'est un sujet tellement peu fréquenté et tellement peu utilisé dans la saga, entre vouloir faire des armes de dinosaures ou vouloir créer un parc à thème à San Diego ou ceci ou cela. Ouais, c'est vrai que c'est rarement étudié, hein, l'appât du gain dans la saga Jurassic. Donc c'était bien de mettre ça. Puis encore une fois, l'antagoniste principal a beaucoup de nuances. C'est-à-dire que hein, c'est bien que dès la scène du mosasaure, tu montres que le mec en fait est prêt à laisser crever. C'est pareil, c'est foncièrement stupide. Le mec, il se dit, la fille, elle est sur le point de mourir, je vais la laisser crever. Alors déjà, suspense zéro, hein. Oh, c'est lui la pourriture, je m'en serais pas rendu compte. C'est surtout que, enfin, si vraiment t'es dans le mind game, sauve-la. Rachète-toi une conduite. Comme ça, les autres, à un moment donné, bah, ils vont pas se poser de questions sur toi. Parce que si tu ne la sauves pas, que tu la laisses se noyer, si elle survit, t'es dans la merde. Si elle meurt, les gens se posent quand même la question de pourquoi t'es pas intervenu. Enfin bon, on n'est pas à une incohérence près. Mais oui, effectivement, non, cette séquence-là sublime, pour le coup, le personnage de Jonathan Bailey propose un savoir-faire de mise en scène sur leur première apparition et sur le gigantisme des animaux gracieux, élégant. On n'est plus que dans du gigantisme, on est dans quelque chose d'élégant, de gracieux, de très poétique. Et c'est là aussi où je voulais en venir. Ne pas oublier les séquences poétiques dans Godzilla ou même dans Monsters, surtout dans une séquence phare de Monsters. Gareth Edwards est un homme qui aime la poésie et l'élégance, au-delà du gigantisme, de l'aventure et oui, d'un savoir-faire de mise en scène qui est quand même très costaud, notamment sur le jeu des couleurs, sur la colorimétrie. Alors, pas tout. Effectivement, il y a certaines séquences qui sont beaucoup plus esthétiques que d'autres. La séquence de Mahershala Ali avec le Distortus Rex, avec le fumigène, etc., le jeu des couleurs, il y en a trop peu. Il y en a trop peu. Il y a une séquence avec le Distortus Rex où justement on a l'hélicoptère qui arrive tout le long, etc. et qui finit. Alors on se demande s'il n'est pas en train d'arriver et au final il est dans la gueule du Distortus Rex en train de se faire broyer. Chose quand même, je sais pas si vous pensez comme moi, mais j'ai l'impression que le Distortus Rex il change de taille selon les séquences, hein. Il a dû, voilà, ça, je veux dire, il bouffe le méchant à la fin. Le méchant à bout de bras, il fait ça, il arrive à tenir la gueule de l'animal. Par contre, pour mettre quelques coups de croc dans un hélicoptère, ça pose pas de problème. C'est la géométrie variable selon les plans, hein, la taille du Distortus Rex. Bon, c'est pas grave, c'est anecdotique, non, euh, mais, mais ça fait chier. C'est bon, c'est encore une fois le souci du détail qui est complètement absent. Mais cette scène-là, avec l'hélico qu'on revoit et qui est finalement dans les mâchoires de la créature, avec juste le jeu des lumières, des reflets, du brouillard. Oui, mais ça, c'est du Gareth Edwards dans le thème. Ça, il sait le faire. Il y en a trop peu des scènes comme ça, finalement. Ce que je vous dis, là, il y a 3 ou 4 scènes intéressantes, mais c'est tout. On peut passer à la scène des Quetzals. La scène des Quetzalcoatlus, effectivement, là, pareil. Ta gueule, c'est magique. On a un temple là, on sait même pas vraiment ce qu'il vient foutre là. Enfin, surtout quand tu vois là où il est placé, dans la montagne. Puis c'est complètement. C'est délirant de voir une montagne comme ça. Genre, c'est vraiment là, on est sur Skull Island. On n'est plus dans quelque chose de réaliste. Mais cette scène-là, je la trouve. Moi, je l'ai trouvée quand même plutôt impressionnante et pas mal foutue. Notamment parce qu'il y a un élément que Gareth Edwards fait bien, et c'est un élément qui est quand même important dans la licence Jurassic Park, c'est le destin funeste des personnages. Que ce soit Ed Skrein qui se fait avoir par le Spinosaure, et il aurait limite un peu plus insisté là-dessus, mais qui a le regard sur la gamine, où on imagine que la gamine aurait pu, parce que finalement elle en a rien à foutre, hein. Tu regardes le reste du film, elle trouve Dolores et tout va mieux, mais dans un monde où le film aurait été bon, elle aurait pu être traumatisée par la mort de Ed Skrein juste devant ses yeux, où Ed Skrein, tu vois, au niveau du regard, etc., qu'il est limite en train d'implorer, enfin tu vois toute sa peur, etc., machin, puis tu le sens passer. Tu te dis que t'es quand même emmené au fond de l'eau, probablement déchiqueté par un ou deux spinosaures. Moi, je trouve que c'est une scène qui est assez impressionnante. La mort du personnage de Leclerc, qui est gobé. Alors moi, vous savez qu'en plus, j'ai la phobie de me faire dévorer, mais qui est gobé par le Quetzal. Tu l'entends encore hurler dans la gueule du Quetzal, etc. Plus, ça te rappelle un simili de Zara dans Jurassic World 1. En plus gentillet, parce qu'elle se fait quand même trimballer par les pteranodons pour finir dans la gueule du mosasaure. Mais tu vois un peu dans l'idée de ce genre de mort un peu violente et où tu sens que effectivement le danger vient de partout. Et j'aime bien aussi dans la mise en scène et dans le travail de la tension et justement du stress de la séquence, bah que
Le montage est vraiment rapide. C'est en montage alterné entre ce qui se passe avec Jonathan Bailey et Mahershala Ali qui essaie de sauver son pote. Et au final, quand tu revois le Quetzalcoatlus arriver, il n'y a plus Leclerc. Leclerc est déjà dans la gueule de l'animal, alors que tu l'imagines euh, peut-être s'en être sorti et puis se faire avoir par la suite. Donc, il y a une légère manière de surprendre le spectateur. Ça fait partie, voilà, des quelques séquences qui sont, moi je suis assez d'accord avec Yoshi, les espèces préhistoriques qui sont les seules vraies bonnes séquences du film. C'est le T-Rex, le Mosasaur, le Quetzal, les Titanosaures. Parce qu'il y a un savoir-faire. Alors, soyons honnêtes aussi, hein. Merci, merci du fond du cœur aux bandes annonces d'avoir montré tout le film. Notamment sur la scène du Tyrannosaure. C'est aberrant. C'est aberrant. Il y a eu 2 bandes annonces, 3, allez, on va dire 2,5 voire 3. Il y a eu 2,5 voire, allez, on va dire 2 voire 3 bandes annonces. Parce que il y avait une bande annonce finale, mais c'était beaucoup d'éléments de reprise. Soyons honnêtes, tu regardes les bandes annonces, tu as déjà tout vu. Tu as tout vu. T'as presque tout vu dans l'ordre. Et c'est à un point de me dire, mais ils ont comblé avec des lacunes de dialogue, etc., sous couvert d'essayer de travailler leurs personnages, notamment des discussions interminables avec Manuel Garcia Rulfo et son beau-fils, ou Mahershala Ali et Scarlett Johansson qui parlent de leurs responsabilités, de leurs problèmes moraux, familiaux, respectifs, etc. Tout ça pour essayer de les travailler un peu, mais ça ne prend jamais parce que le dialogue et le scénario n'est pas bon. Donc finalement, c'est pas intéressant, c'est que du remplissage. Donc tu te perds dans un remplissage comme ça, abject, et sinon toutes les autres séquences, tu les as déjà vues. Merci mon Blue Eyes pour le resub, 60e mois pour le Blue Eyes. Comment ça va mon Blue Eyes? Est-ce que tu as vu Jurassic World Renaissance? Qu'est-ce que t'en as pensé? Mais oui, le T-Rex, à un plan près, t'as quasiment tout vu. À un ou deux plans près, t'as quasiment vu toute la séquence. J'ai beau dire, honnêtement, je pense que la seule séquence que t'as pas vue, c'est là où le T-Rex, il est parti, il se relève pour aller boire. Tout le reste, tu l'as déjà vu. Et là, ça prouve. Alors là, c'est pas la faute du film. Je sais pas si on aurait vécu le film différemment, s'il en avait montré 3 fois moins. Mais ça montre quand même les dérives aujourd'hui du cinéma actuel qui ne sont plus capables aujourd'hui de montrer des trailers qui ne montrent rien. Voilà pourquoi 28 ans plus tard avait un trailer qui a d'ailleurs été récompensé, je crois, hein, dans le festival de la bande-annonce, etc. Il y avait des concours de bande-annonce. Dites-moi dans le chat si c'est exact, hein, mais il me semble qu'il avait eu un prix dans des festivités et des cérémonies liées aux bandes-annonces, parce que lui ne montrait rien, et la bande-annonce, le montage, c'est une science. Faire une bande-annonce, c'est une science, la science du montage, de la mise en scène, de la musique, de ce que tu vas mettre, comment tu vas la sublier. Et là, tu te dis, bon bah voilà, tu mets scène plus scène plus scène plus scène, et tu te retrouves avec le film, t'as tout vu. T'as tout vu. Donc, c'est assez triste l'idée de faire ça dans un temple qui pourrait être Maya, Aztèque, je ne sais pas, hein, moi je connais pas suffisamment pour vous dire ça, par rapport aux dieux Quetzal, les Quetzalcoatlus, etc., pour revenir un petit peu, oui, le clin d'œil est beau de mettre le nid du Quetzalcoatlus dans un temple justement comme ça, mais bon, après, est-ce que c'est scientifique et puis c'est historique accurate? Ça, j'en sais rien. Mais est-ce que le film, ça c'est ce que disait Bob, et Bob, là, il a raison. Est-ce que le film se pose vraiment la question de savoir s'ils en ont quelque chose à foutre? Non. Sauf que moi, ça me fait chier. Quetzal, c'est Aztèque. Oui, voilà, c'est ça. Mais là, on ne sait pas exactement si c'est Aztèque, le temple, on ne sait pas s'il est Aztèque ou Maya ou ceci ou cela. On pourrait considérer que c'est Aztèque, puisque, bah voilà, Quetzalcoatlus, le dieu Quetzal, donc dans un temple. Mais ils en ont rien à foutre de savoir si c'est la vérité ou pas. Pour le coup, je suis d'accord avec la palosphère d'Internet, même si je vais être tout seul, et ça, c'est un aspect du film qui n'est pas souvent nommé. Le film est extrêmement problématique, éthiquement parlant, selon moi. Tu peux aller checker mon opinion sur le Discord dans la case JP. Je regarderai ça, ouais, mon Bob. Ah bah non, mais bah, on en parlait là, justement, oui. De problèmes comme ça aussi. Alors après, oui, il y a des questions d'éthique ou autres, mais c'est le procédé où là, Bob, t'avais raison, et où justement, c'est pour ça que moi je lui en veux et que je peux pas me soumettre à cette idée que David Cup en a rien à foutre et qu'il était juste là pour se faire plaisir, et que sous couvert de faire un film d'aventure où on a Gareth Edwards et où on sait qu'il y aura quelques plans de mise en scène qui seront intéressants, on peut se cacher de tout le reste, c'est-à-dire des incohérences, des problèmes paléontologiques, des problèmes de comment dire, un peu accurate vis-à-vis de
de ce qu'aurait pu être la réalité, etc., ou ceci ou cela. Mais bon, je t'assure, c'est rapide et c'est pas par rapport au lore, c'est plus important. Attends, je vais regarder ça. Euh... Il est où le truc Jurassic? Blabla Jurassic World, ça doit être ça. Jurassic World Rebirth qui rend mignon un animal sauvage qui n'a jamais vu un humain de sa vie, mais qui va quand même s'attacher à une gamine random dans une franchise qui nous crie à la gueule que les humains et les dinosaures sont incompatibles. Anecdote dans ma séance, quand Dolores l'Aquilops est apparu, quelqu'un à ma droite a dit Oh, j'en aimerais tellement avoir un à la maison, le soupir colossal que j'ai poussé. C'est de cette éthique-là. Bah, alors, bon, le mot éthique est peut-être un peu fort. Disons, encore une fois, c'est un problème de cohérence. Après, Bob a pas du gain. L'Aquilops l'Aquilops qui vient et qui, à un moment donné, va faire ami-ami avec une petite, etc. Tout ça, c'est pour vendre du merchandising. C'est pour vendre des peluches, etc. C'est pour exactement le principe de ce que les gens dans la salle t'ont dit quand y étaient. C'est pour vendre des peluches, pour vendre des produits dérivés, etc. Encore est-il, tu vois, je peux comprendre qu'en termes de cohérence, vas-y, ça fasse grincer des dents et que ça fasse chier. Autant moi, ça. Et puis ça minimise la dangerosité de l'animal, effectivement aussi. Puis qu'est-ce que tu vas en faire? C'est-à-dire que là, tu viens de le condamner à une mort certaine. Il était dans un environnement où il pouvait survivre. Tu le ramènes chez toi, alors que tous les dinosaures là-bas ne peuvent plus vivre. Donc en fait, tu l'amènes chez toi pour le condamner à mourir, quoi. C'est bien. Ça sert à rien. Laisse-le là où il est très bien. Ça s'appelle la chaîne alimentaire. Ça ne sert à rien de l'emmener à un endroit où de toute façon tu vas le faire crever. Mais c'est des problèmes de cohérence. Après, il retire l'éthique, il retire la cohérence, et voilà, il retire un peu la conscience morale pour développer un peu de poésie et puis vendre du merchandising. Alors, moi personnellement, encore une fois, je vois l'idée, c'est même pas ce qui m'a le plus énervé dans l'idée. C'est tellement global. Merci mon Soul First pour le resub. Vos mères les dinosaures, bah, on n'en est pas très loin mon Soul. Comment ça s'est passé mon Soul, la fin de ton Woufoufou qui a duré 4 semaines? Je trouve ça hyper hypocrite. Jurassic Park, premier du nom. Cloner des dinosaures, c'est mal. Alan Grant dit que c'est pas bien. Ça ne l'empêche pas de câliner des brachiosaures avec Lex et Tim. Dans ce cas-là, faut aller au bout des choses. C'est ça aussi, c'est hypocrite. Tu vois? Parce que, bah, écoute, voilà, il lui donne à manger, etc. Puis il est quand même en émerveillement devant les brachiosaures. C'est un peu le même concept, en moins poussé à l'extrême, effectivement. Bah, le brachiosaure qui s'endort tout mignon juste à côté de la gamine. Mais moi, je pense que c'est très il a voulu faire quelque chose de Spielbergien. Il a voulu faire quelque chose de Spielbergien et il a inclus voilà, une certaine forme ouais, de poésie et de moments touchants, attachants, familial, parce que l'esprit de famille, la famille qui se retrouve, etc., machin, qui se recompose à travers une aventure, le père un peu dépassé avec ses gamines, qui va devenir un père bien et bien s'entendre avec son beau-fils. Bon, ouais, c'est la même chose que les Kirby qui avaient perdu contact et qui se retrouvent, ou qu'Alan Grant qui se trouve une paternité. Sauf qu'Alan Grant, c'était bien écrit, sauf que les Kirby, au moins, ils étaient drôles. Les autres guignols, là de ces espèces de familles de cons, là, avec des dialogues abjects au possible, et la scène des raptors, où non content d'éclater la tronche des raptors et de littéralement leur pisser à la gueule. On va montrer que l'humour maintenant dans Jurassic World, c'est de faire retenir l'urine d'un gamin qui est sur le point de se faire bouffer pour qu'ensuite qu'il puisse pisser en premier plan. Non, en vrai frère, c'est trop, c'est trop. C'est ça l'humour aujourd'hui dans Jurassic World. Non mais moi je peux pas concevoir, je peux pas concevoir. Je ne peux pas concevoir ça. Je vous jure que ça me dégoûte. Et alors, il y a la fin du film après. Et il y a des gens qui me disaient justement, qu'est-ce qui t'énerve le plus? Les mutadons m'ont bien gonflé. Parce que les mutadons, c'est un sérieux foutage de gueule. La séquence des mutadons, elle est longue, elle est cousue de fil blanc, elle est pas pertinente pour un sou,
et c'est surtout une vieille redite de la scène des Raptors du Monde Perdu, jumelée à la scène de la cuisine des Raptors de Jurassic Park. Honnêtement, jusqu'au plan près, avec je sais pas si c'est une référence ou à un moment donné c'est too much, mais jusqu'au plan près de la pâte, tu vois, qui va écraser une bouteille, etc., qui est exactement le même plan que le Raptor dans la cuisine, dans le premier. Les paquets de chips, ouais, Lay's, etc., pour faire un petit peu de placement de produit, parce que bah, c'est obligatoire. Le même principe que le sneakers. Hein. Je veux dire, le sneaker, c'est un très très gros placement de produit. Vous vous rendez compte quand même du taux là, de la vente de sneakers après un film comme ça? Le sneakers est la raison qui fait que le Distortus Rex s'en va. Faut être lucide. C'est tout ça à cause d'un papier de sneakers. La campagne de com pour le sneakers. Donc tout est communication, tout est voilà. Et alors non seulement là, personnellement, je trouve que la créature ne ressemble à rien. Je veux dire, esthétiquement parlant, hein, je trouve que la créature ne ressemble à rien. Je l'avais dit, d'un point de vue de scénario, je vais être honnête. Je veux bien me dire, le Distortus Rex a été mal formé. Ok, bon, pas de souci, c'est une erreur technique, ils le maintiennent en isolement. Comme ils disent, hein, chaque espèce coûte 70 millions de dollars, 72 millions, c'est un trou dans un compte en banque qui est énorme. Et derrière, après, le procédé qui est, les gens commencent à se lasser, un peu à l'image d'un Indominus, bah on va faire des hybridations de génomes, de raptors et de pteranodons pour créer quelque chose d'autre qui aurait pu, pourquoi pas, être emmené dans le parc ensuite, mais ça a été jugé trop dangereux ou trop laid, donc on les a laissés là, un peu comme le Scorpius Rex finalement. Hein. À la limite, si c'était voulu comme ça, et ça a été voulu comme ça dans le scénario, puisqu'ils nous le disent comme ça, je veux bien, c'est même pas le problème narratif du scénario d'avoir créé ce truc-là qui me pose problème, même si j'étais très hermétique avant. Mais dans ce cas-là, travaillez-le. Et c'est ça le souci. Le mutadon, à quoi sert-il? Péripétie, péripétie, péripétie. Rien d'autre. Pas de travail, pas d'enrichissement de l'or, pas de compréhension du laboratoire, pas de séquence un peu glauque, pas de... pas d'éléments qui nous permettent de mieux comprendre dans quelles conditions travailler les mecs de InGen, etc. Machin, c'est pauvre. C'est pauvre. Il y a quelqu'un qui me disait dans le chat, c'est quoi la scène qui t'a énervé? Je vais être honnête, je suis énervé contre le film, mais j'ai pas une séquence qui m'a saoulé tellement je trouve que le film est pauvre. Le film est pauvre, c'est-à-dire que il est fort mal rythmé. Faut le dire aussi, il est fort mal rythmé. Hein. Le problème de rythme dans Jurassic World Renaissance, où il y a des séquences qui traînent en longueur, où tu te dis mais ça n'en termine jamais. Pour tout ça finalement. Et là, à un moment donné, faut être honnête avec Dominion. Dominion faisait pareil. Alors, Dominion avait trop de rythme. C'est-à-dire qu'il y avait attaque, 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 attaque. Dinosaures différents, dinosaures différents, dinosaures différents, dinosaures différents. Mais là, c'est pareil. Vous passez d'un dinosaure à un autre, d'un dinosaure à un autre, d'un dinosaure à un autre. La seule chose qui change, c'est que, vite fait, on a 10-15 minutes de dialogue entre chaque. Mais le mutadon, on ne sait pas pourquoi il a été fait. On ne sait pas pourquoi il a été fait. Alors, on a la petite Dolores aussi, hein, l'Achilops qui arrive à suivre les humains sur des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. Ta gueule, c'est magique. C'est poétique, donc on s'en fout, on va dire ça. Mais bon, c'est gros, quoi. Enfin, je dis, ça n'a aucun sens. Mais tu te dis, là, le mutadon, mais pourquoi? Dans quel concept? Enfin, si, on le sait pourquoi, mais travaillez-le un peu plus. Là, c'est que pour avoir une péripétie et peut-être donner l'opportunité à Gareth Edwards de filmer autre chose, comme le Distortus Rex. De pouvoir lui permettre de filmer le gigantisme et quelque chose de beaucoup plus grand qu'un dinosaure, histoire qu'au niveau de la caméra et au niveau des personnages, etc., il puisse se faire plaisir au niveau de la profondeur de champ, de la pellicule, de la photographie, de la mise en scène, du flou, etc. Enfin bref, de tout ce qui fait de lui un bon réalisateur. Mais putain, faut pas oublier le scénario derrière, faut pas oublier le film, la narration que tu donnes. Les mutadons ne sont qu'une péripétie abjecte, sans aucun intérêt, qui est une redite du Monde Perdu et de Jurassic Park. Voilà. Alors qu'après Dominion, faire un film sur la catastrophe d'avoir introduit des animaux qui n'ont rien à faire dans notre monde moderne avec la disparition de nos espèces et le conflit avec l'homme, ça en jetait. Mais c'était la promesse de Fallen Kingdom. Mais après, Dominion s'est tellement merdé là-dessus, faut être honnête. Dominion a tellement merdé son propos que c'est compliqué d'aller après Dominion. Parce que Dominion nous dit qu'il faut apprendre à coexister. Comme quoi, et puis alors tu vois des mosasaures avec des baleines,
Les Quetzals, tranquille, ils sont avec des pteranodons, des oies, des trucs et tout va bien. Le dernier plan, il est beau, hein, le dernier plan avec alors, c'est pas des tricératops, ça doit être des sinocératops ou des styracosaures, je sais plus, mais qui sont avec les éléphants, etc. Ouais, c'est beau, hein, mais bon, enfin, c'est plus que léger, quoi, étant donné que c'était censé être Mad Max, quoi. C'était censé vraiment être, ouais, la planète des singes version dinosaure. Mais ils sont passés à côté du propos. Puis alors, oui, non, mais le mutadon, c'est vraiment une arnaque. C'est vraiment une arnaque parce que sous prétexte que tu mets un ou deux plans où il est à travers une vitrine, ça fait à peu près stylé avec la buée, les trucs. Mais c'est des choses qu'on a déjà revues un milliard de fois. Juan Antonio Bayona, simplement avec quelques éclairs et l'arrivée de l'Indoraptor dans la salle des enchères, faisait 50 fois mieux que dans ce film-là. Et pourtant, vous savez quoi? Ce qui me rend dingue, moi, ce qui me rend dingue, c'est que les gens, ils mettent Fallen Kingdom avant-dernier ou dernier de la licence. Vraiment, hein. Les Ricains, Rebirth, c'est top 3 de la saga. Genre, c'est top 3 de la saga. Il y a des gens qui se disent, Rebirth, c'est 2 ou 3e, hein, c'est peut-être même le meilleur film depuis Jurassic Park. Comment on peut imaginer un truc comme ça? Revoyez Le Monde Perdu. Il n'y a pas une scène dans ce film-là qui atteint ne serait-ce que la maestria de Spielberg quand il filme la scène du T-Rex et de la caravane. Aucune. 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 Il n'y a pas une scène dans ce film-là qui est à la hauteur des séquences d'angoisse de l'Indoraptor. Aucune. Aucune. Parce qu'à un moment donné, les jeux d'ombre, les trucs, les machins, Bayona, il te fait un truc en termes de photos, de réal et puis d'horreur finalement. Ouais, là, tu sens que t'as un spécialiste qui a eu libre cours et puis t'as un scénario derrière que moi je trouve cohérent, je le redis. Fallen Kingdom, c'est ce que disait Jeff Goldblum. On en parlait très justement avec R 2077 qui m'avait cité la phrase exacte là quand on s'était vu dans la semaine. C'est on emballe les dinosaures, on les met dans des jolis papiers cadeaux plastiques et on les vend sans savoir, sans prendre en compte les conséquences. Jeff Goldblum disait ça dans le premier. Alan Grant disait le dinosaure et l'homme, deux espèces séparées par 65 millions d'années d'évolution, viennent tout à coup de se retrouver face à face. Comment serait-il possible d'avoir la plus petite idée de ce qui va se passer? C'était Dominion, ça. Ils en ont rien fait. Et à la place de cette promesse-là, on se tape un Raptor Pteranodon. Qu'est-ce que vous allez vous faire enculer, en fait? Non mais allez vous faire enculer, on se tape un Raptor Pteranodon. Frère, on se tape des compis rouges. On a des Compsognathus triassicus rouges. On a un Parasaurolophus bleu. Non, mais enfin, mais c'est aucun sens. Je veux dire, même tu te dis, c'est le musée des horreurs, les trucs et tout. Allez au bout du concept. Faites un compis qui est rouge. Qu'est-ce que tu crois vraiment que tu vas emmener ça au parc? Enfin, je veux dire, ça n'a pas de sens. C'est quoi le problème du compis rouge? Il va faire peur à qui? Le truc, il fait 30 cm. Pourquoi tu l'as laissé là? Parce qu'il était trop laid à regarder. Mais en même temps, si tu veux faire autre chose qui ressemble pas à un compis original, bah pourquoi tu l'emmènes pas dans ton parc? T'as un Parasaurolophus bleu. T'as putain. Enfin, je sais pas, mais non, mais vraiment, c'est terrifiant. C'est terrifiant. Et il y a des tas de choses, tu te dis, pourquoi les titanosaures ne sont pas apparus dans la saga plus tôt s'ils sont là? Qui les a fait? Pourquoi ils sont là? C'est censé être une île, hein. Autant que les spinosaures, ils émigraient d'ailleurs, tu vois, parce qu'ils ont été créés. Mais les titanosaures, pourquoi ils n'ont pas été mis dans le parc? Trop grand, trop agressif, trop compliqué? C'était trop dur pour Jurassic World, peut-être trop dur à... Je sais pas moi, peut-être trop dur à nourrir. Mais t'as pas de réponse. T'as pas de réponse. T'es là, en fait, avec un film où tu te dis, bon, bah... Franchement, je suis d'accord avec Bob. T'es un film où t'es là, tu te dis, vas-y, prends ce qu'on te donne et ferme ta gueule, en fait. On t'a fait Jurassic World Rebirth, c'est pas pour que tu réfléchisses. Prends, et puis c'est bon. Hein. On a des titanosaures, bah, qu'est-ce qu'on fout? Ta gueule, c'est une gêne. Ta gueule, c'est une gêne. Le seul animatronics du film, c'est un cadavre de Parasaurolophus. Je me demande si l'apatosaure de l'introduction, il n'y a pas un peu d'animatronics. Je me pose la question. Je me demande même s'ils n'ont pas repris celui de Jurassic World 1, puisqu'il me semble... Enfin non, ils avaient fait juste la tête, il me semble, dans le premier Jurassic World. Mais j'ai un doute, je pense qu'il y a certaines phases d'animatronics. Dolores, ils ont fait des animatronics partout, ils en ont utilisé aucun. Dolores, tout le film, elle est en animatronics dans le sac. Il n'y a pas... Peut-être à la fin, quand ils sont dans le bateau pour partir, où c'est des animatronics, mais
où ils remettent un petit peu d'effets spéciaux pour le design, un peu des écailles. C'est tellement bien fait que de toute façon, bah maintenant, t'as plus l'impression de voir un animatronics, donc pour moi, ça sert à rien. Mais t'as peut-être ce plan-là. Sinon, du coup, oui, t'as le Parasaurolophus mort, mais c'est tout. Il n'y a pas de maquette d'animatronics, rien. C'est que des effets spéciaux. Ça aussi, c'est frustrant. Cela dit, Dominion, les animatronics, c'était quand même pas fou. Donc bon, ça aussi, c'est exceptionnel. Comment on m'explique qu'en 2025, les animatronics soient moins bons qu'en 93? Jurassic Park, je vois le T-Rex, j'y crois. Le Giganotosaure, là, dans Dominion, en animatronics, j'y crois pas. Les Dilophosaures, j'y crois zéro. Les Dilophosaures dans Dominion, on dirait des Dilophosaures de Universal Studios. Genre en mode, tu fais une attraction. T'as regardé le premier Jurassic World? Comment c'est possible qu'on ait à ce point baissé en standing sur les animatronics? Il est où le savoir-faire, la main-d'œuvre des mecs qui étaient capables de faire ça aussi bien qu'avant? C'est une dinguerie. Enfin, moi, je trouve que c'est une dinguerie alors qu'il y a plus de 32 ans d'évolution. Mais le Distortus Rex, j'en ai parlé. Hein, quel gâchis. Quel gâchis. Une scène d'introduction pour amener de l'horreur. On nous l'a survendu Xeno Rancor Dinosaure. Au final, sans intérêt aucun. Simplement là pour que Gareth Edwards puisse filmer un petit peu de gigantisme et puisse se faire plaisir avec son plan emblématique qui ressemble à Godzilla, qui pousse son fameux cri dans le Godzilla de 2014. Ouais, ça n'a pour moi aucun intérêt. Mention spéciale à la scène avec Mahershala Ali, où on se dit comment Mahershala Ali a-t-il réussi à survivre? Dans quel genre de blague il réussit à survivre, sachant que tu fais une scène larmoyante? Si, c'est peut-être, bah voilà, c'est peut-être cette scène-là qui m'a le plus gonflé. Tu fais une scène larmoyante avec une musique, ouh là là, c'est Mahershala Ali qui est là, qui se livre à son destin, le sens du sacrifice, machin. Parce que de toute façon, tu l'as étudié dans deux lignes de dialogue dans le film avant, puis tu lui as fait prendre une petite photo, il a regardé son gosse. Oh là, c'est magnifique, putain, quel traitement de personnage, il a plus rien à perdre, le gars. Et au final, il survit. Mais tu sais pas pourquoi, en fait. Le seul concept, c'est genre le mec, il a retenu sa respiration dans l'eau, il s'est caché dans un arbre ou des rondins, et le Distortus, il a fait ah ouais, bien joué, frérot. Ah, je peux pas lutter là. Ah, je peux pas lutter, j'ai rien fait. Mais c'est une catastrophe, c'est une catastrophe. Alors que dans un film comme Jurassic World Renaissance, tu faisais en sorte que cette créature-là soit une créature de cauchemar, mais où on a une profonde empathie pour elle et où elle est elle s'en rend compte qu'elle est mal formée, elle sait pas ce qu'elle est, qu'elle en souffre, etc. Machin. Bah, il y avait un potentiel de fou. Il y avait un potentiel de fou. Et là, il y a que dalle. Il y a que dalle. Je suis désolé, hein. Il y a que dalle. Le Distortus, c'était vraiment genre le foutage de gueule du film. Regardez Chaos Theory, c'est une bien meilleure suite. Ah bah Chaos Theory, au moins, elle mérite, oui, de raccrocher les wagons avec Dominion, et puis de montrer ce qui se passe sur Terre, même si, bon, c'est farfelu aussi, hein. On n'est vraiment pas sur une série qui est très cohérente en termes de péripéties. Enfin, ils devraient tous être morts déjà 40 fois, les personnages là-dedans. Mais bon, au moins, ça enrichit un peu plus l'univers. Quelle catastrophe en termes de monstres de ciné, ce Direx. Le truc est introduit dès l'intro, mais on en voit trop. Et puis après, il disparaît, même pas d'absence-présence. Non, c'est juste, il pop à la fin pour 2 minutes sans le moindre développement et il brille jamais. J'ai mal à mon Indominus. Et pourtant, tu vois, l'Indominus, on le dévoile assez rapidement aussi. Hein. Ah, ouais, mais alors il a quand même. La scène de la sortie de l'Indominus, on le voit, mais on le voit jamais de plein pied. Le seul moment où on le voit vraiment, c'est ensuite dans la scène qui rappelle un peu Alien, où bah, t'as tous les personnages qui finissent par crever les uns les autres, là, l'unité confinement. Donc il est bien manœuvré. L'Indoraptor, son introduction est magnifique. Membre par membre, etc. Avec la pénombre, tout ça. Mélange un peu d'animatronics. Là, oui, c'est vrai qu'on en voit beaucoup trop dès le départ. Et puis, il a tellement pas d'intérêt scénaristique. C'est triste, quoi. J'en parlais aussi vis-à-vis du Mutadon et tout ça. Quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt? Le nombre de plans, je sais pas si vous vous en rendez compte. Et là, la question de savoir s'il y aura une version longue va se poser. Est-ce que vous vous souvenez de la séquence
où on a Loomis qui regarde dans des bocaux comme ça en se disant putain mais qu'est-ce que c'est et qui voit un petit musée des horreurs. À aucun moment on le voit dans le film. Jamais c'est développé. Jamais c'est travaillé. Et même en termes de mise en scène et de créativité visuelle ou artistique, on le travaille pas. Rien du tout, du tout, du tout. C'est vraiment cata, hein. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Il y a aussi, alors attendez, je vais essayer de retrouver le nom. Moi, je crois que je l'ai, mais voilà. Il y a aussi, je crois, vous me direz, hein, mais ça c'est un passage que j'ai pas compris. Enfin, parmi les nombreux trucs où je me dis, ok, il y a une mâchoire de mégalodon qui a l'air d'être une dentition de mégalodon. Le film sous-entend, on ne sait pas vraiment si on sous-entend qu'ils ont carrément recréé des mégalodons, mais que là on n'en a pas vu, ou alors que ça se trouve, c'est quelque chose qui était dans un musée, qui a été ramené ici, ou qui a été détourné par l'équipe de Mahershala Ali ou quoi, ou je sais pas. Par contre, la tête de Dunkleosteus, elle sort d'où? Les mecs, ils veulent prendre des poissons, ils récupèrent une tête découpée de Dunkleosteus. Dans quel monde on est pour que dans un Jurassic World, on ait des Dunkleosteus? Les scénaristes, ils ont fait une partie de Jurassic World Evolution 2, mon frère. Ils ont fait ah, regarde, putain, t'as vu le bestiaire, il est trop bien. Viens, on rajoute ça en caméo. Les gens, ils se poseront pas la question, on s'en fout. Que fait une tête de Dunkleosteus? Eh ben, on n'en sait rien. On sait pas. Parce qu'en fait, ils s'en foutent. Du moment que c'est drôle et puis qu'il y a une petite ref. Je t'ai dit, le film s'en bat les couilles, même si on peut se dire que c'est les corpos du Jurassic World 2 qui ont créé des créatures random. Ouais, je pense. Ou ou même des ventes de biocines ou des trucs comme ça. C'est nous, on est obligé de se le dire. Mais il y a des choses, tu te dis, t'es pas adepte du lore, de trucs, de machin, tu te dis, qu'est-ce que ça fout là-dedans? Puis même, t'es adepte du lore, mais t'as pas envie d'aller creuser le truc et tout, machin, tu te dis, bon, bah, voilà quoi. Alors, les personnages, festival, festival, hein. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, donc je redirai rien de plus sur la famille, qui est navrante au possible, hein, la famille de Manuel Garcia Rulfo, pourtant c'est un acteur que j'aime beaucoup. Et puis l'équipe est composée soit de chair à canon destinés qu'à se faire dévorer, soit de personnages qui ont des semi-états d'âme avec un antagoniste qui pense au pognon très méchant, prêt à tout pour arriver à ses fins. Et puis Zora, une mercenaire qui est à la base sans cœur, sans foi ni loi, qui pense à ses 10 millions, mais qui, au travers de peut-être une légère romance avec Jonathan Bailey, va se trouver une conscience et vouloir opter pour le droit commun. Et puis Mahershala Ali, la cool attitude, hein, vraiment, lui, voilà, c'est l'aventurier, c'est le mec cool, c'est le gars qui a pas peur, tu vois, d'affronter un mosasaure avec son bateau. Enfin bref, c'est toute une pléiade de personnages de cons. Je vais vous dire, même Mahershala Ali, il est bien. Enfin, il a ce côté très cool et cette manière de jouer où effectivement il est tout à fait crédible et t'apprécies le voir jouer ce genre de rôle. Mais il mérite tellement mieux que ça, tellement, tellement mieux que ça. On en parlait avec mon daron. Mon daron, il me disait, tu te rends compte, Green Book? Tu vois Mahershala Ali jouer dans Green Book et puis t'enchaînes avec ça derrière. Tu fais, bah putain, c'est dur, hein. Même Luke Cage, hein, quand il était dans Luke Cage et qu'il était monstrueux en jouant Cotton Mouth et tout. Enfin, je sais pas, Mahershala Ali, c'est un mec, Ed Skrein qui est venu, ouais, encaisser son chèque et puis, alors que lui, pour le coup, il avait, je pense, un rôle qui aurait pu être plutôt pertinent parce qu'il était un peu, bah, on sentait que c'était un gars bien, tu vois, mais très brut de décoffrage et qui aurait pu être utile au reste du scénario. Mais non, non, non. C'est navrant, et puis c'est navrant, pardon, et puis je vous dis, moi, Scarlett Johansson, elle est insupportable. Rien contre l'actrice, évidemment, mais elle est insupportable dans le film. Parce que les dialogues, tout ça, c'est abject. Le seul, effectivement, qui peut sortir du lot, c'est éventuellement Leclerc, le bras droit de Mahershala Ali, parce qu'il y a une belle complicité entre les deux, et que sa mort, son destin funeste, est une scène peut-être impressionnante. La seule, pour moi, vraie satisfaction, c'est lui. C'est Jonathan Bailey. Jonathan Bailey, Henry Loomis, il a toutes les caractéristiques d'un vrai bon personnage de l'univers Jurassic Park. Il est tendre, il est attachant, il est courageux,
Il est aventurier, mais en même temps, il garde un côté très humain et très rationnel, très réaliste. Il n'est pas dans la démesure. Voilà, c'est pas. Bah, il est pas à l'image du film qui est démesuré et puis sans aucune crédibilité. Lui, pour le coup, il paraît relativement crédible. Crawford Bailey, le mec qui est revenu en force, mon soul, avec un dab stratosphérique. Je devrais remercier sa mère d'avoir accouché de ce type. C'est une bête. Et puis oui, l'humour fonctionne. Il a un côté, il a des phrases qui ont du sens sur l'écosystème d'aujourd'hui, sur la place de l'être humain, parce que c'est un film qui veut quand même avoir certaines connotations écologiques, sur la capacité de l'être humain à se foudroyer tout seul et qu'on n'atteindra peut-être même pas le million d'années, alors que les dinosaures ont vécu des millions et des millions et des millions d'années sans nous, qu'aujourd'hui 99,9% des espèces sont éteintes, que survivre tient du miracle, etc. Il y a beaucoup je trouve, parmi les phrases les plus intéressantes, et Dieu sait qu'il n'y en a pas beaucoup dans le film, toutes sont prononcées par ce personnage-là. Et sans que ça fasse trop. Sans que ça fasse trop. Son monologue, c'est ça, Oazel. Le monologue, quand il parle dans la rivière sur la bêtise humaine, etc., tout ça, c'est des discours qui sont cohérents. Et, euh, et c'est un personnage que j'ai beaucoup apprécié. Le fait qu'on ait une petite référence sur le fait qu'il ait travaillé avec Alan Grant, c'est pas étonnant. Mais il a un côté entre Alan Grant et Ian Malcolm, un peu. Très cynique par moment, mais en même temps, il s'émerveille beaucoup. Il a un côté très touchant aussi. La scène avec les titanosaures marche aussi parce que lui, il a une. C'est limite. Et pourtant, le film est pas bon. Hein. C'est limite un moment qui m'a donné les larmes aux yeux. La musique, en fait, je vais être honnête avec vous, ça m'a donné les larmes aux yeux pour deux raisons. La première, les titanosaures, plus la musique, du vrai Gareth Edwards et Jonathan Bailey qui a les larmes et tout, parce que tu vois, il vit ce que nous, spectateurs, bah, on continue de vivre, même si on voit des dinosaures, etc., maintenant au cinéma de manière plus fréquente, parce que ça reste toujours un rendez-vous quand tu es fan de cette saga. C'est l'interprétation, tu vois, philosophique qu'on peut en faire derrière. C'est une réinterprétation de ce que le spectateur peut ressentir. Ça m'a donné les larmes aux yeux pour ça. Et premier degré, ça m'a aussi donné les larmes aux yeux à un moment donné, à mon premier visionnage, parce que je me suis dit, quand je pense qu'on a une scène comme ça avec la musique de Jurassic Park dans un tel film de merde, putain, quand je pense qu'on se tape une dope comme ça, alors qu'une scène comme ça est de das, ça casse les couilles. Parce que t'es là, tu te dis, vas-y, fais chier, ça c'est bien, mais oh là 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 là, le film est tellement médiocre, alors que ça c'est cool. Bon, mais lui, c'est un grand gamin, c'est un passionné. C'est un passionné. Est-ce que tu penses qu'on aurait fait une proposition à Goldblum et qu'il aurait refusé? Non, non, les nouveaux étaient. Enfin, le nouveau film voulait s'éloigner des anciens. Donc, les anciens personnages de Jurassic Park et même les personnages de Jurassic World reviendront pas. Sauf s'ils refont des suites parce que ça marche et puis que, une fois en caméo, on ramène un Chris Pratt ou un truc ou un machin parce qu'on se dit, tiens, c'est dans l'ordre des choses. Même si pour moi, ça sert à rien. Et encore, je pense que dans l'avenir de Jurassic, je me demande si ces personnages-là reviendront. Moi, je me demande s'ils vont pas faire des spin-offs avec à chaque fois des personnages différents et des intrigues différentes, même si je vois pas vraiment l'utilité et si je vois pas ce que tu as encore à dire de plus. Mais bon. Mais note à part, mais qu'est-ce que tu penses d'une suite de la saga à la planète des singes avec le sang des dinos qui pourrait apporter un virus sur le continent? Bah, c'était plus ou moins un truc que j'avais écrit moi dans ma version de Jurassic World Dominion. Le truc, c'est que, admettons, le sang de dinosaure fonctionne pas. Du coup, tu le mets quand même dans les gens qui ont des problèmes cardio-vasculaires, etc. Bah déjà, il y a que eux qui vont en mourir. Ça va se déceler rapidement. Et puis même si le virus éteint l'espèce humaine, bah on s'en fout parce que de toute façon les dinosaures ils sont plus qu'à l'équateur, ils ont tous crevé. C'est quand il y avait des dinosaures dans le monde qu'il fallait que l'humanité s'éteigne et que peut-être tu fasses un truc dans ce genre-là par exemple. Là, maintenant, qu'est-ce que tu veux? De toute façon, des dinosaures, il n'y en a plus. Alors, ok, bah, peut-être que l'humain va s'éteindre et puis que ce sera la fin du monde. Mais on s'en fout, de toute façon, des dinosaures, il n'y en a plus nulle part. Donc, c'est pas comme si à un moment donné, il y avait des promesses derrière, quoi. Henri Loomis, mon gros coup de cœur. Ouais, moi, c'est pareil. C'est un personnage qui était hyper attachant. Un personnage qui était vrai. Qui, lui, pour le coup, avait l'air vraiment de sortir de sortir de la licence Jurassic. Voilà. Mais d'une vraie bonne licence Jurassic avec des vraies questions de fond.
Si jamais, je vous le mets quand même, regardez ça. Si jamais vous vous posez la question, la bande originale d'Alexandre Desplat, évidemment, est sortie. Je pense, je vous laisse ça. Dites-moi s'il y a un truc qui vous choque. J'en reparle parce que c'est en lien avec la critique. Regardez ce qu'il y a sur l'image là et dites-moi si un truc vous choque. Et après, je vous dirai moi ce qui me dérange. Ce qui me dérangeait déjà un peu avec Michael Giacchino dans Jurassic World les premiers. Que veux-tu voir comme un arc narratif pour la suite de la saga, série live action, film, période Jurassic Park ou période World? Moi, pour moi, avant même les Chaos Theory, les trucs, les machins, ou ce film-là qui pour moi n'a aucun intérêt, euh, ce qui était pour moi intéressant, c'était de faire une série avec beaucoup de budget où chaque saison se déroulait entre les films. La création du parc, entre parc et monde perdu, la création des problèmes génétiques du Spinosaure Jurassic Park 3. T'enchaînes la saison 4 avec la création de World et récupérer les dinosaures de Sorna vers Nublar, des choses comme ça, pour que le lore soit enrichi au fur et à mesure. Et là, du coup, moi, ce qui me choque, pour revenir à la musique de Alexandre Desplat, c'est le temps. 34 titres, 1h42. 1h42. Le film dure 2h14. Le film dure 2h14. Il est accompagné musicalement pendant 1h42. 1h40. T'imagines, t'as 1h42. T'as à peine 2 morceaux marquants. Où est la science des scènes sans musique ambiante? La séquence du tyrannosaure de Jurassic Park, si elle est grandiose, c'est justement par l'absence de musique. C'est bien d'avoir une musique grandiloquente par moment. Mais quand tu mets pas de musique, et qu'à un moment donné, t'es encore plus embarqué dans ce qui se passe. Exemple, la sortie du T-Rex dans le premier Jurassic Park, ça te prend aux tripes parce que t'as rien d'extra-diégétique autour de toi qui vient te faire penser à autre chose. Et c'est ça qui fait aussi que parfois il y a des bonnes scènes. Alors évidemment, l'Indoraptor qui sort avec Giacchino, World Wars Bedtime Storyteller, évidemment que c'est fabuleux. Mais derrière, il n'y a plus de son quand il revient et qu'il attaque la gamine. Et il est capable de temps en temps de faire des séquences sans musicalité. John Williams le faisait beaucoup dans les premiers Jurassic. Là, quand même. 1h42. 1h42. Alors que tu peux, rien qu'avec un bruit ambiant environnant, créer quelque chose de tout aussi fort. Là, 1h42, c'est trop. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. C'est une déception. C'était combien sur les présents du Jurassic World? Entre 1 heure et 1h15 pour des films de 2 heures, mais c'était déjà beaucoup aussi, hein. C'était déjà beaucoup aussi. Mais c'était moins marquant que là où effectivement t'as l'impression que de la musique t'en as tout le temps. Et la musique de Desplat, c'est beaucoup de redites. Il y a même de la musique de redites dans les thèmes de Jurassic Park 3. L'occasion pour moi de terminer cette critique avec une phrase qui sera que trop vraie. Jurassic Park 3 avait du rythme. Jurassic Park 3 n'avait pas de scénario, mais Jurassic World Rebirth n'en a pas non plus. Jurassic Park 3 avait du rythme. Jurassic Park 3 avait des séquences novatrices et intéressantes dans le fait de maintenir son spectateur à son siège. Jurassic Park 3 développait bien les raptors, avait mis sur le devant de la scène un spinosaure qui encore aujourd'hui pour beaucoup est un dinosaure marquant de l'univers de la saga. Jurassic Park 3 avait des séquences impressionnantes avec des animatronics. Jurassic Park 3 était un meilleur film que Jurassic World Rebirth, les gars. Tous les jours. Et Jurassic World Rebirth, c'est le film dont il se rapproche le plus, c'est Jurassic Park 3. Mais Jurassic Park 3 est un meilleur film que Jurassic World Rebirth. Même au niveau des personnages, etc., au moins tu retrouves Alan Grant. Il n'y a pas une vraie évolution particulière, mais tu peux quand même avoir une certaine forme d'empathie et d'intérêt pour la relation qu'il va avoir avec Billy dans le côté mentor. Et puis la famille, même si elle est insupportable, elle est attachante sur du long terme. Par rapport à l'écriture, il y a de l'humour, mais qui fait mouche. Là, à quel moment ça fait mouche dans Jurassic World Renaissance? Jamais. 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 Pour moi, Jurassic World Renaissance est le plus mauvais Jurassic World juste avant Dominion. Dominion, c'est le moins bon. Après, t'as Renaissance. Et puis après, t'as les autres. Mais les autres sont loin devant, hein.
Donc voilà. Dominion, c'était pas un film de trop, c'était le film qui était censé conclure la saga. C'était pas un film de trop. Lui, c'est un spin-off sans intérêt. Vraiment sans intérêt. Parce que globalement, sur ce que ça nous apprend de l'après-Dominion, c'est un aveu d'échec. Et sur ce que ça propose de toute façon dans le film, ça n'apporte rien. Donc voilà, c'est Jurassic Park 3 était un meilleur film que Jurassic World Renaissance. Bah pour moi, l'ordre des films, c'est Jurassic Park, Fallen Kingdom, Le Monde Perdu, Jurassic World, Jurassic Park 3, Jurassic World Renaissance, Jurassic World Dominion. Dans l'ordre. Après, ça, entre Jurassic World et Monde Perdu, ça peut se jouer, mais il y a tellement de savoir-faire de mise en scène dans le Monde Perdu. Après, il y a des gags. Hein. La scène des raptors dans le Monde Perdu, c'est gaguesque. Hein. Mais il y a tellement de savoir-faire. Jurassic World est très abouti quand même. Enfin, moi, je trouve que il a un peu vieilli visuellement parlant, Jurassic World. Enfin, comme tous les films où il y a des effets spéciaux, où c'est Colin Trevorrow qui les dirige, étonnamment, mais notamment sur Blue, c'est une catastrophe de visuel dans Dominion, voilà, oui, puis oui, c'est vrai que le Spino avec le T-Rex, il y avait un vrai quelque chose. Même si t'es étonné de voir le T-Rex terrassé, là, les Raptors, c'est du foutage de gueule. Puis c'est convenu, tu le vois venir à des kilomètres. Tu le vois venir à des kilomètres. Donc c'est pas, non, c'est vrai que c'est pas bien, c'est une grande déception. C'est une déception, même pas à la hauteur des attentes, puisque y avait-il vraiment des attentes? Voilà. Messieurs, dames, on va se laisser pour ce soir. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous aura plu. Merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux. On a été plus d'une centaine hein, sur certains moments sur le live, donc ça fait bien plaisir. Euh, Qu'est-ce que vous voulez que je vous Je dise? ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Bah voilà, je peux pas dire mieux que Doui. Merci moi 2077. Je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu. C'est que ce soit dans le lore ou dans le. Gareth Edwards ne peut pas tout faire tout seul. Gareth Edwards ne peut pas tout faire tout seul, même si dans la mise en scène, il a quelques séquences qui sont vraiment chiadées. Il ne peut pas tout faire tout seul et Dieu sait que je ne lui en veux absolument pas. Je pense que c'est la dernière personne à qui tu peux en vouloir, dans le sens où 1 an et demi seulement de prépa pour le faire, plus un film qui n'a pas d'âme, plus Dominion qui s'était planté dans son final, plus impossible de pouvoir aller plus loin, plus un scénario abject, plus des dialogues pas pertinents. Ah, Zinix sa mère.